Bon, le nombre de participants s'est stabilisé. Je pense que tout le monde est arrivé. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire intitulé Les différents stades de la maladie de Parkinson, comprendre l'évolution. Je suis Oriane Ajman, directrice du développement des services chez Parkinson Québec. Et ce soir, on a le privilège d'accueillir Dr Hélène Racine-Charette, neurologue spécialisée en troubles du mouvement au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours de sa présentation, Dr Racine Charette va aborder plusieurs points, donc les différents stades de la maladie de Parkinson, les caractéristiques et symptômes associés à chacun, les défis qui peuvent émerger au fil de l'évolution et aussi des repères pour anticiper les besoins et pour vous soutenir. La présentation va être suivie d'une période de questions-réponses. Donc, certains d'entre vous nous ont déjà envoyé vos questions lors de l'inscription, mais vous pouvez aussi poser vos questions tout au long du webinaire dans la partie Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez aussi cocher la case anonyme si vous souhaitez que votre question soit anonyme. Et enfin, le webinaire va être enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Dr Racine Charette. Donc, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir là, pour parler un peu là, de la maladie de Parkinson. Donc, on va parler plus précisément là, des différents stades de la maladie de Parkinson pour aider à comprendre un peu l'évolution là, de la maladie. Donc, j'avais pas de conflit d'intérêt là, pour la présentation aujourd'hui. Donc, les objectifs, c'est les mêmes qui viennent d'être énumérés. On va essayer de passer à travers ça. Donc, juste pour dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de discuter des stades de la maladie de Parkinson. Fait qu'on va passer un petit peu à travers les différentes façons là, de l'aborder. Peut-être que vous en connaissez, là, en tout cas au moins une qui est un petit peu plus connue, mais qui est tout à fait imparfaite. Donc, on va y aller de l'avant avec ça. Donc, tout d'abord, là, je m'excuse, celle-là est en anglais. Là, je vais vous le traduire puis vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on voit à l'écran actuellement. En fait, c'est juste pour vous montrer au tout début, dans le fond, avec ce que vous voyez, là, la ligne en bleu qui part de 100 et qui descend progressivement. En fait, ça, c'est la quantité de nos neurones qui produisent la dopamine, qui détériore et dégénère là, dans la maladie de Parkinson. Donc, dans les années avant que se déclarent les premiers changements au niveau du cerveau, dans le fond, on a 100% de nos neurones qui produisent la dopamine dans la substance noire. Et il y a la phase de risque, OK? Fait que, si on recule vraiment avant, même la clinique, on pourrait parler de cette phase-là, qui est la phase de risque. Ça, on s'entend que, présentement, il n'y a aucune façon vraiment, sauf de rares cas là, avec des tests génétiques là, connus dans la famille qui peuvent avoir des facteurs de risque, mais c'est pas prédictible à 100% là, de développer la maladie. Mais il y a des facteurs environnementaux, peut-être d'autres problèmes qu'on est à bien connaître qui font que quelqu'un va être plus à risque qu'un autre de développer la maladie. Ça, c'est plus actuellement, je voudrais, dans le domaine de la recherche. Là, cliniquement, c'est pas très appliqué. Après vient, si on progresse, là, quand on commence à détériorer, on commence à perdre des neurones dopaminergiques, on commence à avoir la phase qui est préclinique. Donc, il y a de la dégénérescence au niveau de nos neurones, mais il n'y a pas encore ça apparaît pas. OK? Il n'y a pas de symptômes associés à ce moment-là. Puis là, il y a aussi beaucoup de recherches à ce niveau-là pour rechercher des marqueurs de maladie qui pourraient être présents donc avant les premières manifestations. Ensuite, apparaissent les premiers symptômes qui sont habituellement non moteurs, suivis de faibles symptômes moteurs. On va parler de la phase prodromique ou préclinique, là, tout dépendant de ce qu'on lit, qui peut durer 10 à 20 ans facilement. Puis souvent, c'est là qu'on va ressortir là, certains marques qu'on va voir chez les gens, des marqueurs, là, exemple comme les troubles du sommeil REM, là, qui sont fortement associés avec la maladie de Parkinson, les problèmes autonomiques, la constipation, plus de la perte d'odorat, excusez-moi, la dépression, des choses comme ça. Fait que, c'est des fois des symptômes qu'on n'associe pas nécessairement à une maladie qui est en train de s'installer, mais qui peut être le cas dans la maladie de Parkinson.
Puis vient ensuite la phase clinique où on a là, les symptômes plus typiques, les signes à l'examen de maladie de Parkinson. Puis c'est dans cette phase-là là, qu'on diagnostique les gens. Puis on dit qu'habituellement, quand les premiers symptômes moteurs apparaissent, qu'on a entre 50 et 70 déjà des neurones qui produisent la dopamine et qui sont en fait disparus. Donc là, à partir de maintenant, là, on va se concentrer plus dans les phases cliniques, comment qu'on peut séparer cette partie-là. Donc, si vous avez déjà regardé, ce qu'on entend le plus souvent, c'est les stades de Hoehn-Yahr. J'espère que je le dis comme il faut. En fait, qui sont un peu plus répandus. Moi, je la trouve très imparfaite, cette échelle-là. Je ne l'utilise pas vraiment en clinique. En fait, vous voyez, il y a 5 stades. Ça a été décrit en 1967. Ça commence à faire longtemps. Donc, le stade 0, en fait, c'est quand il n'y a pas de signe de la maladie. Fait que, techniquement, on ne sait pas que la personne est malade à ce moment-là. Excusez-moi, mon écran est bougé. Le stade 1, donc, on va dire, c'est une atteinte qui va être unilatérale, donc juste à droite ou juste à gauche. Le stade 2, c'est quand ça commence à être léger, c'est les deux côtés bilatéral, mais demeure léger. Stade 3, on commence à avoir une maladie qui est plus modérée, avec souvent un petit peu d'instabilité au niveau de l'équilibre, mais quelqu'un qui est quand même capable de marcher, déambuler de façon indépendante. Le stade 4, c'est une atteinte qu'on va dire commence à être plus sévère, avec plus d'instabilité posturale, puis les chutes, puis il va être capable de se mobiliser, mais avec assistance, soit de quelqu'un ou, exemple, avec une marchette ou même une canne. Euh, Stade 5, c'est quelqu'un en fait qui ne déambule plus, donc qui est confiné au fauteuil roulant ou au lit. Donc, vous aurez remarqué que c'est en fait une échelle de symptômes purement moteurs. Fait qu'on ne parle pas des autres symptômes à ce moment-là. Cette échelle-là a également été modifiée en 1983. Ils ont rajouté en fait les stades 1.5 et 2.5. Le stade 1.5, en fait, c'est qu'il y a une atteinte également axiale, donc plus de rigidité au niveau du cou, entre autres. Puis le 2.5, c'est qu'il commence à avoir un tout petit peu de troubles d'équilibre. Exemple, quand on examine les gens dans notre bureau, là, ils peuvent avoir besoin de se rattraper un petit peu au niveau de l'équilibre, mais sans plus. Donc, ça, c'est l'échelle qui est la plus utilisée. C'est sûr que, tu sais, en 1967, puis même en 83, quand ça a été modifié, c'était des périodes où on n'avait pas toute la médication actuellement, comme on a actuellement, je veux dire. Fait que, tu sais, quelqu'un qui avait un stade 3 dans les années 70 versus maintenant, souvent les qualités de vie, tu sais, vont être meilleures actuellement, là. Fait que c'est ça. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup de celle-là, mais elle est fréquemment utilisée dans la littérature. Comment j'aime. C'est ça. Donc, ça, c'est l'iceberg. Vous avez sûrement déjà vu une image similaire dans plein d'autres choses, mais entre autres dans le Parkinson. C'est juste pour vous montrer que les symptômes moteurs dans la Parkinson, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a tout le reste, il y a plusieurs autres symptômes, comme vous savez probablement déjà, qui ne sont pas décrits là, dans cette échelle-là. Donc, voici ici une façon là que. Oh, excusez-moi, changer ça. Oups. OK. Donc, une façon de voir l'évolution de la maladie, moi, que j'affectionne, que je trouve qui est pas mal plus claire et qui décrit vraiment mieux, en fait, les différents stades. Donc, ici, on parle, là, au tout début là, de l'écran, vous voyez, à gauche, c'est les symptômes là, précurseurs. Donc, la phase préclinique ou prodromale, là, tout dépendant où ce qu'on lit. Et à ce moment-là, puis vous voyez là, donc en haut, là, ce qui est comme en rose foncé, ça, c'est les symptômes moteurs. Puis ce qui est en bas, c'est les symptômes qu'on va dire non moteurs. Et le degré on a mis une échelle un peu, là, c'est approximatif, sur le degré d'incapacité qui va progresser avec les années. Donc, dans la phase prodromale, habituellement, on n'a pas nos symptômes moteurs. Fait que là, c'est comme tantôt je disais, on a les troubles du sommeil, un peu plus de risque de dépression, constipation, des fois de l'anxiété, de la fatigue, perte d'odorat. Donc, ça, c'est nos symptômes prodromiques. Après apparaissent les premiers symptômes moteurs. Il y a un petit délai habituellement quand même avant qu'on pose le diagnostic. Puis nos symptômes moteurs, là, c'est le tremblement de repos, la rigidité, la bradykinésie. Donc, on va parler du stade précoce au moment où, ben, soit avant le diagnostic ou au moment du diagnostic. Puis, habituellement, c'est quelques années qui vont assez bien.
Mais ils peuvent quand même, pendant qu'il y a ces symptômes moteurs-là, avoir d'autres symptômes non moteurs. Entre autres, là, un peu plus de fatigue. Des fois, il y en a qui vont avoir les troubles cognitifs légers qui commencent, euh, la fatigue, des fois des douleurs, des symptômes un peu sensoriels. Euh, Puis vient après les stades, là, ils mettent avancé. Moi, je la séparerais en deux, en modéré et avancé. Euh, à ce moment-là, apparaissent habituellement, on va en parler un peu, là, j'ai une autre diapositive pour vous plus loin, mais des fluctuations et des dyskinésies. Donc là, on commence à avoir un petit peu plus de complications de notre médication pour plus ajuster la médication à partir de ces stades-là, à partir du stade modéré. Puis après, là, il y a le stade bon, qui dure quand même plusieurs années, puis le stade plus tardif. Puis là, c'est là qu'il y a vraiment plus des problèmes pour avaler, des problèmes de démarche avec plus de chutes, puis éventuellement même euh, une institutionnalisation. Les gens, ils vont avoir plus de misère à rester à la maison à ce moment-là, puis éventuellement le décès. Et vous voyez en bas aussi, il y a les autres symptômes qui s'installent comme l'hypotension orthostatique, qui sont non moteurs, donc des chutes de pression quand on se lève debout, plus d'hallucinations, même ça peut aller jusqu'à la psychose pour certaines personnes, ou des troubles, bon, démence, c'est plus un terme qu'on utilise, les troubles neurologiques, troubles excusez-moi, neurocognitifs majeurs à ce moment-là. Donc, c'est sur plusieurs années, mais on voit que dans le fond, il y a une accumulation de symptômes et de signes là, avec les années. Une autre façon de voir aussi les différents stades de la maladie, en fait, c'est vraiment une classification, celle-ci qui est neuro-anatomopathologique. Fait que c'est vraiment quand on fait là, les, euh, les autopsies, là, on fait pas ça de façon routinière, mais bon, ça a été étudié. Puis on a les stades de Braque, qu'on peut, dans le fond, de 1 à 6. Fait qu'on peut regrouper en fait les stades 1 et 2, c'est souvent, ça correspond à la phase prodromale. Donc, les petites boules que vous voyez sur le dessin, un peu, là, en fait, c'est des dépôts là, d'agrégats d'alpha-synucléine, qui sont des protéines qui forment entre autres les corps de Lewy. Donc, il y en a déjà là, au niveau du cerveau dans la phase prodromale là, des patients avec le Parkinson, mais qui n'ont pas encore des symptômes ou vers la fin, là, un tout léger, juste avant le diagnostic. On va parler, là, d'habitude, on commence à avoir des symptômes moteurs quand on est rendu au stade 3 ou 4, et 4, en fait. Donc là, qu'il y a plus de symptômes moteurs, un peu plus également de symptômes non moteurs comme on a vu précédemment. Mais ça se maintient surtout au niveau du cortical, au niveau du cerveau. Puis dans les stades 5 et 6, là, c'est plus répandu, diffus au niveau du cerveau. Et ça correspond plus aux phases là, avancées et tardives de la maladie, comme je vous ai décrit avant. Donc, ici, c'était un autre tableau. Je le trouvais vraiment bien fait. Donc, même s'il est en anglais, encore une fois, mais je vais vous le décrire. En fait, en haut, là, c'est encore très approximatif, mais dans la partie du haut, en fait, c'est un peu par rapport là, aux symptômes. Après, il y a vraiment c'est ça, les caractéristiques cliniques, donc avec nos symptômes non moteurs et moteurs. Et on a mis en bas les stades de Braque, donc vraiment au niveau pathologique du cerveau, de 1 à 6. L'échelle en bas, c'est l'échelle de Hoehn-Yahr que j'ai mis au début, là, qui allait de 0 à 5. Et ils ont mis, c'est un approximatif, mais ils se sont mouillés à mettre des années parce que dans la clinique, on a une certaine idée, on peut donner une idée du nombre d'années, comment ça va évoluer, mais en même temps, chaque personne est différente. Mais ici, ça nous montre un peu une idée. Ça prend combien d'années à évoluer d'un stade à l'autre. Donc, si on va, là, donc la première grosse partie que vous voyez, là, prémoteur, ça, fait que c'est comme on disait, préclinique, prodromal de tantôt, avec les stades au niveau pathologique 1 et 2, mais qu'il n'y a pas encore de symptômes moteurs. Donc, on est dans le stade 0 de Hoehn-Yahr. Et ça peut remonter de 10 à 20 ans, comme on disait tantôt, avant le diagnostic, mais on a quand même souvent là, la perte d'odorat, la constipation, les troubles du sommeil chez certaines personnes qui sont présentes.
Après, donc, mettons, au moment du diagnostic, habituellement, on va être donc au stade 1 de Honeyard d'habitude. C'est sûr que des fois, il y en a qu'au niveau du diagnostic, des fois, il y a un délai un peu plus. Fait qu'on peut tomber d'emblée à un stade 2 au moment du diagnostic. Puis, au niveau de la dégénérescence au cerveau, on est dans les stades 3, 4. Et par la suite, le progresse, comme je vous montrais tantôt, sur 10, 20 ans. Euh, Puis, en général, on va dire qu'à 10 ans d'évolution, c'est à peu près là qu'on va passer au stade, disons, plus modéré. Fait que le Honeyard 3 ou DRAC, là, qu'on commence à devenir à 5. Puis là, c'est là que ça devient un petit peu plus complexe au niveau de la gestion de la médication, qu'on commence à faire des ajustements un petit peu plus, et ainsi de suite. Puis, en général, on parle, ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'années là, dans les stades là, plus tardifs. Donc, c'est quand même une image qui nous montre un petit peu, là, mettre tous ces stades-là, en fait, ces façons d'évaluer l'évolution de la maladie ensemble. Je reviens à cette image qui est ma façon préférée de voir l'évolution des patients. Euh, c'est juste un peu pour vous montrer un peu, c'est quoi les défis là, des différents stades. Donc, c'est sûr que ben, on parle du stade clinique. Avant, là, on est plus encore là, les patients ne sont pas dans nos bureaux, les gens ne savent pas encore qu'ils ont le Parkinson. Fait que, c'est pas, il n'y a pas de défi associé à ce moment-là. Ça, c'est le défi des chercheurs d'essayer de mieux comprendre la maladie pour éventuellement trouver des traitements. Ils se concentrent beaucoup sur les parties précliniques. Mais aujourd'hui, on parle plus de la clinique. Donc, les stades précoces, en fait, c'est quoi les défis? C'est de poser le diagnostic. Après, c'est sûr l'acceptation de la maladie, c'est quelque chose qui est présent aux différents stades, mais au début, là, ça prend une place en proportion un peu plus élevée pour plusieurs des patients, avec raison. Là, on était euh, on pensait pas avoir le Parkinson jusqu'à ce que finalement le diagnostic soit posé. Fait qu'il y a une certaine adaptation à ça. Pour certaines personnes, ça va être de se renseigner, d'en apprendre plus, de se préparer. D'autres qui vont, qui veulent pas trop en entendre parler au début, puis il faut respecter ça. Des fois, ça prend un certain temps pour vouloir en apprendre plus. Fait que ça, c'est surtout les stades un peu plus précoces. Stade plus avancé, modéré, ben là, on est vraiment, c'est ça, dans l'ajustement de la médication euh, et tout. Puis dans les phases plus tardives, ben des fois, l'affaire, c'est que rendu là, souvent, les stades, ils mettent un peu à égalité les symptômes moteurs, non moteurs, mais c'est pas rare que les symptômes non moteurs vont devenir plus importants euh, pour les patients. Au début, c'est vraiment les tremblements, la rigidité, la bradykinésie, puis ça, sur quoi nos médicaments sont bons. Si on est bon pour traiter ça avec nos médicaments. Fait que d'habitude, on règle assez bien les symptômes à ce moment-là. Mais quand apparaissent, les chutes, l'instabilité posturale ou les hypotensions orthostatiques, les troubles cognitifs, les hallucinations, ben là, des fois, il faut traiter d'autres choses que juste avec nos pilules de dopamine, là. Il y a des symptômes qui répondent moins bien. Les chutes, souvent, ça répond moins bien à notre médication. C'est pas en augmentant, par exemple, notre levodopa, carbidopa qu'on va réussir à bien traiter. C'est des symptômes qui répondent moins bien au traitement. C'est connu. Et les autres symptômes non moteurs, des fois, c'est qu'ils sont dus à la maladie, mais ils peuvent être empirés par nos traitements. Donc, on est jusqu'à un certain point, on va faire plus attention aux molécules qu'on va choisir et même vient un moment où on est en mode déprescription. Ça veut dire qu'on va resimplifier. Avec les années, on a augmenté notre quantité de médicaments, les choix de nos médicaments. Pour certains, on est avec plusieurs sortes de médicaments en même temps pour stabiliser la maladie. Mais des fois, là, vers la fin, si on veut, dans les stades plus avancés, des fois, on cause plus de problèmes qu'on aide. Donc, on finit par resimplifier la médication, des fois en donner moins souvent, mais surtout, on va viser une ou deux, on va en enlever. Là. Ceux qui sont pires pour la mémoire, ceux qui sont pires pour les chutes de pression, on va s'en débarrasser. Puis tout ça, ça se fait progressivement, là. C'est pas du jour au lendemain là, que ça s'installe. Puis ici, c'est une autre image que j'aime beaucoup, en fait, justement pour appuyer ce que je viens de vous dire par rapport à la médication. Donc, encore là, on voit là, une échelle de temps, l'évolution de la maladie. Donc,
stades plus précoces, après le diagnostic là, vers la gauche, après les stades plus modérés et avancés tardifs. Et un peu plus bas, ce que vous voyez en fait, les flèches, c'est exemple, là, le nombre de fois dans la journée où les gens vont prendre leur levodopa, donc là, si vous connaissez comme le cinémètre. Euh, et en vert, ce qu'on voit, ça, c'est la période de on. Hein, pour ceux qui, je vais l'expliquer pour être sûr que tout le monde comprend. On, ça, c'est quand la dopamine, nos médicaments fonctionnent, puis on bouge bien, on est souple, ça va bien. OK? C'est dans l'état où on veut être avec notre médication. Quand on est off, donc en dessous, fait qu'il nous manque de dopamine, là, c'est souvent plus de tremblements, plus lent, plus raide. La switch est à off, on n'est pas très bien. Et si on a trop de dopamine, donc on est trop haut, ben là, peuvent apparaître surtout après quelques années, des dyskinésies. Donc, c'est des mouvements là, involontaires du corps, comme si ça bouge trop. On a trop de dopamine à ce moment-là dans notre cerveau. Au tout début, dans de la phase clinique, là, ici, vous voyez, là, c'est en anglais, mais il y en a qui appellent ça la phase euh, lune de miel. Excusez-moi, je cherchais la traduction, mais la lune de miel. Moi, je l'utilisais avant, ce terme-là, mais je l'utilise de moins en moins. On le retrouve là des fois dans les choses, la littérature, même pour des fois faite pour les patients. Ça peut être encourageant de dire qu'on est dans une lune de miel, mais en même temps, si on vient de recevoir un diagnostic de Parkinson, il y a déjà un patient qui m'avait dit, après avoir fait des lectures, il dit, ouais, ça a l'air que je suis dans la lune de miel, mais moi, je me sens pas comme dans une lune de miel. Tu sais, j'étais mieux avant. Fait que bref, ce terme-là, moi, j'essaie de l'éviter de plus en plus pour ces raisons-là, pour pas minimiser le vécu des gens. Mais bref, ce que ça veut dire, pourquoi ça a été dit que c'est la lune de miel, c'est que on donne notre médication habituellement qui est bien tolérée pour la majorité des gens et ça fonctionne. On est capable d'atteindre un niveau, un retour, là, on peut viser, on peut espérer viser une amélioration de 80% des symptômes, 90, même des fois plus. Et les gens prennent leur médication dans la journée et c'est stable, ils sont bien. À la limite, ils peuvent oublier une dose, pas grave, ils vont être bien toute la journée quand même, puis d'une journée à l'autre. Ça peut durer entre 2 et 5 ans, mais c'est variable en temps. Là. Moi, je pense qu'on est plus autour de 2, 3 ans après le diagnostic. Et dans la phase modérée, bien là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les médicaments, c'est à cause de la dénervation au niveau des... Tu sais, les neurones, ils continuent à dégénérer au niveau du cerveau. La capacité d'adaptation et de stockage de dopamine diminue. Et ça fait que la dopamine au cerveau va monter plus vite, plus haut, mais va redescendre plus vite. Fait que souvent, là, va falloir ajuster les heures. Fait que ce qu'on voit en premier, souvent, c'est que les gens ne peuvent plus oublier leur dose parce qu'ils s'en rendent compte physiquement, ils vont être moins bien. Ou même, tu sais, exemple, s'ils en prenaient 3 fois par jour, ben une demi-heure, 1 heure avant la dose d'après, ils commencent à noter là, une chute d'effet pour que ça remonte après. Donc, il faut rapprocher un petit peu. Puis, si vous voyez bien la zone verte où on veut être on, OK? Fait que ça, c'est notre niveau de dopamine idéal. C'est là qu'on veut être, puis on veut rester là toute la journée. À cause de la dénervation au niveau du cerveau, en fait, cette fenêtre-là, donc notre fenêtre thérapeutique, nous, on veut rester dans cette zone-là, elle rapetisse, OK? Elle devient de plus en plus mince. Donc, on appelle ça une fenêtre thérapeutique, là, avec les années, qui peut devenir étroite. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de jeu. On essaie de rester on, mais on se ramasse des fois trop on, fait qu'en dyskinésie, ou off, puis là, dans la journée, ça se promène comme ça. Donc, le contrôle devient un peu plus difficile. Puis dans la phase avancée, c'est ça, donc les fluctuations-là, là, au niveau de la dopamine du cerveau avec nos médicaments, c'est pire. Là. Ça monte plus haut, ça baisse plus vite. Des fois, il y a des doses qui ne marchent pas, et ainsi de suite. Donc, ça devient non prévisible ou pas autant prévisible, tandis qu'au début, tu sais, c'est clair, il dit, ben oui, une demi-heure avant mes doses, il m'en manque. Fait que là, on sait exactement quoi faire. Dans la phase plus avancée, ça devient plus difficile, puis on a moins de jeu. Donc, c'est une autre façon aussi de voir comment ça évolue, là, pratico-pratique, là, puis comment nous, dans le fond, le défi à ce moment-là, c'est d'ajuster la médication pour que les gens soient le mieux possible, de façon le plus stable possible. Euh, donc, c'était pas mal ça là, pour les différents stades, les différentes façons de le décrire. Donc, j'ai déjà parlé un petit peu de ce que ça a comme impact là, dans, grosso modo, à chaque étape, c'est un peu les défis. Pour les stratégies, les ressources de soutien adaptées,
Juste pour les stratégies, en fait, euh, malheureusement, actuellement, on n'a pas encore de traitement. OK? Il n'y en a pas qui ont prouvé un bénéfice pour soit ralentir, arrêter l'évolution de la maladie ou la renverser. Donc, on ne peut pas la traiter. Euh, euh, mais il y a beaucoup de recherches là-dedans. Ça, c'est juste sûr que c'est le sujet de d'autres webinaires que vous avez eu ou que vous aurez. Il y a beaucoup de recherches là-dedans, mais actuellement, on n'a pas de traitement à proposer pour jouer sur l'évolution de la maladie. OK? La seule chose, en fait, qui probablement aide, c'est l'exercice physique. On sait, il y a des études quand même qui ont démontré que faire un exercice régulier, probablement d'intensité au moins modérée, est associé avec une meilleure évolution clinique. Ça ne veut pas dire que les neurones dégénèrent plus lentement. Ça, on n'a pas prouvé ça chez l'humain, mais cliniquement, les gens qui sont plus actifs par rapport à ceux qui ne bougent pas, qui sont sédentaires, ils vont aller mieux. Mais est-ce que c'est parce que la maladie réellement ralentit ou c'est parce qu'ils sont plus souples, meilleurs masse musculaire, ils sont peut-être qu'ils vont dehors, le soleil, ça fait du bien à l'humeur, ça fait du bien à la cognition. Tu sais, il y a plein de bénéfices à l'exercice physique. Donc, c'est probablement multifactoriel les bénéfices. Mais chez l'humain, on n'a pas prouvé que les neurones dégénèrent moins vite. Par contre, ça a été prouvé dans quelques différentes études chez la souris. En fait, là, les souris qui faisaient de l'exercice physique, il y avait un ralentissement de la neurodégénérescence là, au niveau des neurones dopaminergiques. Moi, c'est vraiment ça qu'on dit. En fait, si on veut mettre les chances de notre côté, c'est de faire de l'exercice physique. Fait que si on en faisait, on continue. Si on n'en faisait pas, c'est le temps de s'y mettre. Parfait. Donc, puis les ressources, en fait, c'est multiple, là. Ça va dépendre de chaque personne selon le stade, selon la personnalité de la personne, l'offre de service aussi. C'est sûr que c'est différent des fois d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, qu'est-ce qui est disponible. C'est sûr que l'équipe médicale globale est importante. Ça va du neurologue au médecin de famille, d'autres spécialistes des fois qui sont impliqués dans les différents soins. Il y a le CLSC, la physiothérapie, ergothérapie, orthophoniste, nutritionniste, psychologue, on pourrait rajouter sexologue et autres, là, qui peuvent, pour certaines personnes, tout le monde n'aura pas besoin de tous ces services-là, mais ça fait partie de l'équipe de soutien. Le pharmacien aussi, très important. Et il y a tous les organismes de soutien, entre autres Parkinson Québec, les divisions régionales. Il peut y avoir d'autres organismes de soutien dans vos différentes régions. Entre autres, exemple, récemment, un patient, on l'a référé à un organisme pour le deuil, pour apprendre à vivre avec le deuil de la maladie et compagnie. Fait qu'il y a différents organismes qui peuvent, communautaires, là, entre autres, qui peuvent aider. Puis il y a évidemment la famille et les proches. On pourrait même, à la limite, j'ai rajouté des fois le notaire qui fait partie un peu de l'équipe, tu sais, éventuellement pour euh, parler des volontés avancées, les testaments. C'est sûr qu'on parle pas de ça d'un premier rendez-vous là, en stade précoce, mais avec le temps, c'est des choses qu'il faut commencer à penser. C'est un petit peu ça. Fait que j'avais terminé avec ma présentation. Fait que s'il y avait des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre du mieux possible. Merci beaucoup, docteur Racine Charette, pour la présentation. Oui, je vois qu'on a pour le moment des questions, puis j'ai aussi celles qui ont été posées lors de l'inscription. On a une première question qui mentionne des troubles sensoriels. Pourriez-vous développer? Je pense que c'est par rapport à Oui, la dans diapositive avec la, tous les symptômes, oui. oui, oui, ça peut être large. En fait, on sait que des fois, les gens, ils peuvent ressentir, c'est très vague, là. Je pense que ça peut englober beaucoup de choses, mais il y a des symptômes, des fois, des sensations de soit de douleur, d'engourdissement, mais tu sais qu'on n'est pas c'est pas tangible, là, on n'est pas capable de exemple qui sont pas expliqués exemple par un tunnel carpien ou des choses comme ça. Fait qu'il peut y avoir des sensations un petit peu différentes habituellement qui vont être plus du côté là qui est le plus atteint. Alors, aussi, je pense que j'inclurais là-dedans les symptômes le plus visuels. On sait il peut y avoir des distorsions un petit peu visuelles, des fois un peu de vision double, mais qui sont pas expliquées par des problèmes des yeux là, ou des problèmes de perception des profondeurs. Là, des fois, on entend ça. Fait que moi, c'est ce que j'aurais tendance à mettre là, dans cette catégorie-là. C'est pas moi qui ai fait là, le dessin.
Mais Mm, c'est ce que c'est mon interprétation de ça. merci. Après le diagnostic, est-ce que le fait de retarder au maximum le traitement médicamenteux tout en se contentant des exercices physiques soutenus et d'une alimentation équilibrée a un intérêt particulier pour la maladie, pour le malade et pour la maladie? OK. En fait, c'est une excellente question. J'aurais pu le mettre dans ma présentation, donc merci de soulever ça. En fait, non. La réponse simple, c'est non. OK? On a différentes études, mais dont une là, qui est sortie, ça fait déjà plusieurs années, une étude italienne qui, en fait, il comparait une population avec le Parkinson en Italie avec une population donc similaire, mais vivant en Afrique, qui n'avait pas accès à la médication de façon aussi précoce dans la maladie. Donc, ils ont pu comparer les deux groupes. Fait que des groupes qui sont traités rapidement après le diagnostic, puis un autre groupe qui avait un délai, puis tu sais, c'était en années, là. C'était pas juste 2, 3 mois de différence, là. Fait que, mais, là, je l'ai pas sous les yeux, là, mais on va dire 2 ans, là, dans ces eaux-là. Donc, un délai de diagnostic et donc de traitement. Puis ce qu'on voit en fait, c'est que si on regarde, exemple, dans leur score, là, quand on les examine, là, tu sais, à quel point ils ont des symptômes, ben, ce qu'on voit, c'est que quand on commence la médication chez le groupe de façon plus tardive, en fait, c'est qu'ils vont aller rejoindre progressivement euh, la courbe, là, donc les symptômes vont aller rejoindre l'autre groupe. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que le fait, tu sais, ce qu'on peut sortir, c'est qu'il n'est pas trop tard pour commencer. Les gens vont revenir comme au même stade. Moi, comment je l'explique à mes patients, en fait, c'est de commencer tout de suite, dans 6 mois ou dans un an. Ben, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez être au même stade. OK? Ça va, les courbes vont se rejoindre. Donc, ça, c'est parce que ça avait été une question, ça avait été un moment, là, même, tu sais, on se demandait s'il fallait attendre pour traiter. Est-ce que le fait de traiter plus tôt les gens, tu sais, dans le fond, est-ce que ça accélérait, entre autres, tu sais, les fluctuations que je vous montrais tantôt avec la médication. Donc, ça nous avait montré que non. OK? Ça ne ralentit pas la maladie. Donc, d'attendre ou de prendre plus tôt, ça ne joue pas sur la rapidité d'évolution de la maladie. Puis on a aussi d'autres études, là, entre autres une que j'ai en tête, qui montraient en fait que le fait d'attendre euh, ou surtout d'attendre cette étude-là, c'était surtout d'attendre de donner la levodopa par rapport à soit rien donner ou donner les autres médicaments qu'on a là, pour le Parkinson, là, entre autres les agonistes dopaminergiques ou la rasagiline. En fait, encore là, finalement, à 5 ans, 10 ans, les gens étaient rendus au même stade. Puis en fait, c'est que le moment qu'on attend euh, pour donner, tu sais, c'est parce que la levodopa est considérée comme le médicament le plus puissant, le plus efficace et pour la majorité des gens, le mieux toléré. C'est juste que vu qu'il est donné plus souvent dans la journée, il y a plus tendance à faire les pics. Donc, on voit plus les fluctuations avec cette médication-là. Par contre, les gens, en général, dans leur qualité de vie, étaient mieux. Fait que, tu sais, si on attend 6 mois, un an pour le donner, ben, la qualité de vie de ces gens-là, dans le fond, était habituellement moins bonne que ceux qui étaient traités. Fait qu'on fait juste décaler, dans le fond, le moment où les gens vont avoir un bon contrôle. Puis même des fois, là, si je réutilise les termes des fois que ça vous connaissez ou que je disais, la lune de miel du début, mais si on réussit pas à traiter bien les gens, ben dans le fond, ils sont stables, mais ils sont pas aussi bien qu'ils pourraient l'être sous médication. Donc, il n'y a pas là d'évidence que de retarder la prise de la médication, ça a un bénéfice sur l'évolution de la maladie et vice-versa, dans le fond. Fait que si les symptômes sont dérangeants au moment où, tu sais, soit à la première consultation ou à la deuxième, si les symptômes sont dérangeants, il n'y a pas de raison de ne pas traiter. Mais tu sais, des fois, il y en a qui tremblent juste un petit peu du pouce, ça les dérange pas, c'est correct d'attendre aussi. Ça ne changera rien sur l'évolution. OK? Je vais poser une. Bah, il y a certaines questions, peut-être que ça a été un peu mentionné dans la présentation, mais au moins ça permet de clarifier, etc. Donc, mais est-ce que il y a une durée moyenne entre les stades? Est-ce que donc un stade précoce c'est une durée moyenne, un stade avancé, etc. OK. Comme en nombre d'années, mettons. Oui, par C'est comme exemple. ça? OK. Ouais. Mais c'est pas linéaire.
Mhm. Fait que, tu sais, il y avait le tableau, là, peut-être. Est-ce que je peux reculer? Est-ce Oui, qu'il va encore? Oui, OK. oui, on voit encore, oui. Ouais, OK, je vais reculer. Désolée, je suis étourdie. Tu sais, celle-là, on le voit à peu près, mais c'est pas linéaire. OK? Fait que ce qu'on voit, parce que des fois, il y en a, tu sais, on a des tendances, mais après, chaque personne n'est pas pareille comme l'autre patient que je vois dans ma journée. OK? Fait qu'il y a une différence inter-individu, mais les tendances, c'est que, tu sais, le stade 1, des fois, il y en a qui viennent dans notre bureau qui sont déjà en stade 2. Il y en a déjà des deux côtés. Donc, ça varie un petit peu l'évolution à ce moment-là. Mais, tu sais, comme je disais, souvent, on va une dizaine d'années du début des symptômes le plus clairs ou du diagnostic. Souvent, c'est là qu'on va tomber un peu plus modéré avec les fluctuations, mais il y en a que ça commence un petit peu avant, il y en a qu'on a un petit peu plus de lousse. C'est rendu là, moi, je trouve qu'on n'est pas très, très bon. C'est quand on se met à vouloir donner le nombre d'années, là, des fois, on se trompe. Puis, tu sais, là, ici, ils mettent 20 ans pour les stades tardifs, mais on a des patients oui, ils sont en stade, tu sais, je veux dire, ils sont peut-être qu'ils marchent, ils sont peut-être moins mobiles ou tout ça, mais tu sais que ça fait 25, 26, 27 ans, puis tu sais, ils sont encore avec nous. Donc, c'est difficile un petit peu. Moi, je pense pas que c'est linéaire, mais souvent très précoce, 2, 3, 5 ans, après un petit peu de fluctuation, là, mais on est là-dedans. En général, je pense qu'on a souvent, là, du début des symptômes, une dizaine d'années qu'on est sais que ça va relativement bien. Puis après, ça devient des fois un petit peu plus compliqué, mais encore là, ça dépend. Ça dépend des gens, puis comment les gens se présentent. Il y en a qui sont d'emblée un petit peu plus raides, déjà des troubles d'équilibre, soit à cause de la maladie ou parce qu'ils sont c'est des fois plus âgés, qui ont déjà un peu plus de troubles, une d'autres raisons d'avoir des troubles cognitifs ou d'avoir des problèmes là, au niveau du dos, déjà des problèmes d'équilibre. Tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement la maladie, mais au final, les gens vont perdre en capacité peut-être plus vite qu'un autre. Là. Fait qu'il y a plusieurs facteurs, mais j'ai pas de. Il faut savoir, Mhm. c'est pas linéaire. C'est pas à chaque 3 ans, on change Ouais, de stade. C'est pas comme ça. ouais, exact. Ouais. Exactement. Euh, donc là, ça rejoint un peu une question, est-ce que la progression est toujours linéaire ou peut-elle stagner? On a aussi une question sur est-ce qu'on peut OK. stagner au stade 1, mais bah, de ce que je comprends, de Ben, toute façon, ça va vraiment être variable d'une oui, personne à une autre. mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas coupé au couteau. Ça, tout s'installe tranquillement, de façon insidieuse. Donc, tu sais, Mm. on les voit venir, les moments où il faut réajuster notre médication. Tu sais, c'est jamais après 2 ans, bang, hop, là, on a des fluctuations. Tu sais, ça s'installe progressivement. On voit venir souvent les ajustements qu'on va faire et compagnie, là. Fait que non, c'est pas linéaire à 100%. Puis j'imagine aussi par rapport à la diapositive sur les symptômes qui avancent par rapport au stade, là encore, c'est pas, est-ce que c'est linéaire? Et en fait, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de questions sur, Celle-là? ouais, est-ce que par exemple les chutes peuvent arriver plus tôt, la démence plus tôt, la fatigue plus tard, etc. Oui, par rapport tout à à, fait. ouais, Oui, tout à fait. Puis ça, tu sais, c'est vraiment à titre d'exemple. OK? Ce qui a été écrit là. Tu sais, je pense qu'il faut surtout comprendre que plus que les années avancent, plus ça s'accumule, ces symptômes-là. Il y en a que les troubles cognitifs, il n'y en auront pas. oui, OK? Mais on sait que plus les gens, la maladie avance, plus le pourcentage de gens qui vont en avoir augmente. Les chutes, il y en a en fait qui, dès les premières années, après 3, 4 ans, commencent à tomber. Euh, puis ça va s'accélérer avec les années. Donc, c'est des tendances. Tu sais, des fois, on sait aussi, des fois, là, euh, ceux qui, par exemple, on sait ceux qui ont une forme très tremblante, avec presque pas de raideur ou de lenteur, mais vraiment des importants tremblements. Des fois, ça, c'est tannant un peu parce que les tremblements, des fois, on est moins bon pour les traiter. Mais en même temps, souvent, ce qui ressort là, dans les études là, de populationnelles, c'est que des fois, ces gens-là ont une évolution un petit peu plus bénigne. Ils vont avoir, ça va être plus long habituellement à avoir les chutes, à avoir les troubles cognitifs versus quelqu'un qui arrive avec déjà qui est très, très raide, très lent, d'emblée, tu sais, plus rapidement bilatéral. Donc ça, c'est souvent, ça a une évolution un peu plus rapide. Mais c'est pas toujours là, dans le bureau les premières fois qu'on est capable de dire quelle personne va être de quel type, là. Fait que non, c'est pas. Puis effectivement, tu sais, comme exemple, tu sais, le trouble du sommeil REM, qu'on parle le sommeil, tu sais, il est au tout début dans la. Tu sais, il est présent pour certains dans la phase prodromale.
Mais il y en a que ça va apparaître après des années, puis il y en a qui, peu, mais il y en a qui n'auront jamais. Fait que non, on n'est pas obligé de passer à travers tout ça. C'est des Mhm. exemples. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui sont diagnostiquées, jeunes diagnostiquées, l'évolution va être différente, plus rapide ou plus lente? En général, c'est pas plus rapide. Une des différences peut-être, moi, les deux grandes différences que je verrais, en fait, c'est que on sait, que pour les fluctuations et les dyskinésies, là, donc quand il y a un peu trop de dopamine, on sait que chez souvent les jeunes, puis les jeunes hommes vont avoir tendance à le développer peut-être un peu plus rapidement. Mais encore là, comme je disais tantôt, faut pas trop se restreindre à traiter ces gens-là. Tu sais, on veut pas qu'ils soient sous-traités, on veut qu'ils soient bien. Puis on a des stratégies pour l'ajuster. Fait que ça, c'est peut-être une différence. On sait que c'est ça. En général, les jeunes hommes ont peut-être tendance un peu plus à faire des dyskinésies plus tôt dans la maladie. Ça veut pas dire que la maladie détériore plus vite, par exemple. L'autre chose, ben, c'est comme je disais un petit peu tantôt, quelqu'un qui commence à développer la maladie de Parkinson, pour dire quelque chose, à 85 ans versus à 50 ans, ben, on a notre bagage de santé qui nous suit. On a plus de risques de partir avec d'autres troubles cognitifs. À la limite, quelqu'un pourrait être malchanceux et avoir et l'Alzheimer et le Parkinson, ou avoir déjà fait un AVC avec des petites séquelles, avoir des problèmes lombaires, et des douleurs qui chutent déjà, ou du diabète depuis longtemps, puis l'équilibre est moins bon. C'est plein de choses qui s'accumulent. Donc, c'est sûr que ces gens-là, la maladie va pas évoluer plus rapidement, mais les capacités vont peut-être, ça va avoir un impact plus important plus tôt parce qu'il y a le reste de la santé de la personne. Mhm. Là, on a encore, je sais, des questions sur, par exemple, à quel stade le freezing va apparaître, etc. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, de C'est, rappeler que ça, c'est pas un stade ne correspond pas à un non, symptôme ou. non. C'est ça. Mais d'habitude, exemple, le freezing, d'habitude, ça prend quand même quelques années, là. Je dirais pas avant le stade modéré. On le voit plus avancé. Modéré, il y en a que oui. Quand c'est très, très, très précoce, très, très, très précoce dans les premières, vraiment, là, en fait, jusqu'à un certain point, il faut se questionner à savoir si c'est vraiment la maladie de Parkinson idiopathique ou si ça pourrait pas être une maladie différente, mais dans la même famille, là. Donc, tu sais, ça, c'est peut-être des fois des petites choses qui nous accrochent à dire est-ce que c'est vraiment Parkinson ou pas quand ça arrive, exemple, dans les 2 premières années ou quelque chose comme ça. Mhm. Ouais. Est-ce que existe-t-il des outils pour que une personne qui a la maladie évalue ou détermine elle-même à quel stade elle est? Ben, Et est-ce que c'est nécessaire aussi? Peut-être c'est non, juste pour. je pense pas que c'est Ouais. nécessaire. Moi, je le fais. Comme je vous disais au début, là, je pense que la réponse, là, en fait, c'est quelqu'un qui veut savoir, puis il y en a qui sont comme ça, puis c'est bien correct. Ça serait le stade de Honenier, qui est quand même le plus facile. Tu sais, dans le fond, c'est est-ce que j'ai des symptômes juste d'un côté ou des deux côtés? Est-ce que je commence à avoir des problèmes d'équilibre? Puis est-ce que est-ce que j'ai besoin d'un aide à la marche, pour nous guider? Fait que, c'est quelqu'un qui le réfléchit comme ça va être capable de se positionner dans cette échelle-là. C'est sûr que des fois, exemple, le bilatéral, des fois, c'est quand ça commence à être c'est subtil que c'est bilatéral, des fois, c'est juste dans le bureau du docteur. Les gens s'en sont pas nécessairement rendus compte. Mais je dirais que ça serait l'échelle la plus facile où, à appliquer, là. Puis, c'est, comme je disais, c'est lentement progressif. Fait que, à un moment donné, tu tombes de précoce à modéré, ben là, la ligne est où exactement? C'est pas Mhm, facile à dire. Puis, modéré à avancé, même. euh, mais mhm, c'est ça. Mais, je pense mettons, pour avancer, là, quand on commence à avoir plus d'ajustements de médication, les chutes commencent, plus d'autres problèmes que juste la raideur puis la lenteur, là, je pense qu'on peut dire qu'on est dans ces eaux-là. Je pense que la meilleure, si vraiment c'est important pour la personne de le savoir, de mettre, comme, de mettre un point sur une échelle, le mieux, ça serait d'en parler à son neurologue, je dirais, là. mhm. Euh, est-ce que donc le freezing, ouais ben c'est ça. Au final, bah,
les troubles cognitifs, démence, là, est-ce que ça apparaît Ouais. quand même plus tard? Il y a quand même cette tendance à que D'hab- ça... D'habitude, oui. Tu sais, on peut voir, par exemple, ben, sur l'écran, vous voyez au début, là, c'est écrit trouble cognitif léger. Fait que ça, Mhm. ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est des, exemple, des plaintes cognitives, mais que ça n'a pas d'impact au niveau fonctionnel. Fait que, tu sais, puis ça peut arriver assez tôt, mais les gens peuvent rester à ce stade-là, tu sais, au niveau cognitif. Fait que, tu sais, juste trouver qu'ils sont moins performants, oublier un petit peu plus des choses comme ça, mais ils sont capables encore cognitivement de faire toutes leurs tâches. Tu sais, ça peut arriver quand même un peu plus tôt. Tu sais, il y en a qui se plaignent de ça, exemple, des plus jeunes qui travaillent encore, tu sais, ils vont être encore capables de travailler, mais ils ont l'impression qu'ils sont pas aussi performants. Fait que, fait que, tu sais, ça peut commencer tôt, puis ça s'installe. Puis pareil comme les hallucinations, tu sais, nous, on fait un peu la différence aussi dans le bureau entre vraiment des vraies hallucinations, que les gens s'en rendent pas trop compte qu'ils ont ça, versus, à- tu sais, des fois dans les premières années, peut-être pas du stade précoce, là, mais il y en a qui ont des illusions, des impressions de. Puis classiquement, ce qu'on entend, c'est des impressions de présence, comme s'il y avait quelqu'un derrière mon épaule ou quelque chose qui est passé vite à côté de nous. Tu sais, ça Mhm. peut arriver à tout le monde une fois de temps en temps, là, mais de façon plus récurrente. Puis ça, tu sais, nous, c'est sûr qu'on fait peut-être un peu plus attention à qu'est-ce qu'on va prescrire, mais il y en a qui vont avoir ça pendant des années, puis ils n'auront pas d'hallucination, ils n'auront pas de psychose. Fait que Mhm. vraiment des troubles cognitifs c'est plus sévères, d'habitude, c'est quand même dans les stades là, avancés, tardifs. Là. Une autre question que je trouve intéressante, est-ce que, en gros, est-ce que c'est possible que l'évolution de la maladie recule, par exemple avec l'opération de la stimulation cérébrale profonde? Non, en fait, les traitements donc de plus avancés, entre autres, c'est ça, fait que le stimulateur, la stimulation intracérébrale profonde, ou même les deux pompes là, qui sont disponibles. En fait, c'est des traitements qui vont mieux gérer les symptômes, faire en sorte qu'il y a moins de off, moins de dyskinésie, mais ça ne joue pas sur l'évolution de la maladie. Fait que la maladie, cliniquement, souvent, ce qu'on espère, en fait, c'est que les gens soient mieux, plus stables, mieux contrôlés, mais la maladie continue à dégénérer aussi rapidement, mais pas plus vite non plus. Ça ne change rien sur l'évolution de la maladie. C'est excellent. Euh, on a fait le tour des questions là qui sont sur la thématique du webinaire. Alors, on va clôturer ici. Mais merci beaucoup, docteur Racine Charette, pour cette présentation et ces explications. Euh, et puis merci aussi à vous, les participants, d'avoir assisté, puis pour vos questions pertinentes. Si on n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez très bien nous contacter via notre site internet parkinsonquebec.ca ou contacter votre partenaire régional sur notre site internet dans la section menu. On a une section dans votre région et en cliquant sur la région dans laquelle vous vivez, vous pouvez voir les coordonnées de votre partenaire régional qui va pouvoir répondre aux questions que l'on n'a pas répondu. Donc voilà, mais merci Parfait. beaucoup. Hélène, peut-être tu veux dire un mot avant de partir? Mais ça m'a fait plaisir d'être là ce soir, puis j'espère que ça a été éclairant. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. La rediffusion, elle va être possible donc sur YouTube prochainement. Puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Bonne soirée.